Nous allons désormais conclure notre colloque en hommage à Georges Pompidou par un témoignage exceptionnel, celui à qui revient l'honneur de rendre cet ultime hommage a en commun, chose rare, d'avoir exercé comme Georges Pompidou le plus grand honneur qui puisse être fait à un Français. Avant cela, notre dernier intervenant a exercé de multiples mandats et relevé de multiples défis. Maire de Neuilly, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, député, porte-parole du gouvernement, ministre du Budget, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, ministre d'État et enfin président de la République. Surtout, et c'est sans doute ce pourquoi sa venue ici dans le Cantal est le plus symbolique, il est le dernier président de la République en exercice à s'être rendu dans le Cantal. Déjà à l'époque, et pour célébrer le centenaire de la naissance de Georges Pompidou, c'était le 5 juillet 2011. 13 ans désormais pendant lesquels aucun président en exercice ne s'est rendu dans le Cantal. C'est donc avec une joie immense que je vous demande d'accueillir le président Nicolas Sarkozy. Bon, mesdames et messieurs, je ne savais pas, en venant il y a 13 ans dans le Cantal, que ce serait la marque essentielle de mon bilan à l'Élysée. En matière de compliments, tout est bon à prendre. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Cette initiative est excellente parce que c'est bien d'honorer les enfants de son pays. Car la France n'est pas une page blanche. Vous avez la chance d'avoir connu dans ses racines Georges Pompidou. Que vous l'honoriez, Monsieur le Président, est tout à votre honneur. On est dans une période où on croit qu'il est intéressant de dire du mal de ceux qui vous ont précédés. Le Cantal ne s'inscrit pas dans cette mode. Cantal éternel, je vous aime. C'est l'occasion pour moi de retrouver des anciens amis, j'allais dire des vieux amis. Michel, non, Olivier, Alain, nous le connaissons depuis tant d'années maintenant. J'étais très intéressé par ce qu'a dit Laurent Lebon et je voudrais le féliciter pour son enthousiasme. On voit tant de serviteurs de l'État qui sont tristes. Ça fait du bien d'en voir qui sont passionnés. Et je vais vous dire une chose, cher Laurent Lebon. Vous avez parlé de l'amour du président Pompidou pour Pierre Soulages. J'ai bien connu Pierre. Pierre et son épouse, qui est toujours en vie, même si Pierre nous a quittés. J'ai été pour la première fois ministre en 1993 et j'ai demandé au Mobilier national de mettre un tableau de Pierre Soulages des années 50 dans mon bureau. Chaque fois que j'ai exercé des responsabilités, comme ministre ou comme président de la République, il y a toujours eu dans mon bureau un Soulages. Alors, Pompidou n'avait pas connu la période de l'Outre-Noir. Moi, j'ai eu la chance de connaître la période de l'Outre-Noir. Et je l'ai fait parce que ça me rappelait cet amour du président Pompidou pour Soulages. Je n'ai jamais rencontré le président Pompidou. J'étais trop jeune. Mais ce qui m'a toujours bouleversé chez lui, c'est l'incarnation qu'il a été capable de donner à la présidence de la République. J'ai connu beaucoup de présidents de la République, puisque j'ai même été l'un des ministres de Mitterrand. Enfin, je précise avec la cohabitation. Et j'ai beaucoup appris de la fréquentation de Valéry Giscard d'Estaing, cher Louis, de Jacques Chirac, de Emmanuel Macron, bien sûr. Bon, j'ai un peu moins fréquenté mon successeur. Et j'ai donc moins appris de lui. Mais j'ai bien connu François Mitterrand. Et dans ma présidence, je me suis inspiré
de l'incarnation sentimentale de Georges Pompidou. Beaucoup de présidents de la République, et c'était parfaitement leur droit, ont donné l'impression que les événements passaient sans qu'ils ne soient touchés. Une anecdote m'avait bouleversé avec Georges Pompidou. C'est Pierre Mazeaud qui me l'a raconté. C'était juste après l'affaire Markovic. Pierre était à l'époque, cher Alain, député de Clamart. Pompidou arrive en hélicoptère. Pierre Mazeaud et Pompidou se tutoyaient. Pompidou monte dans la voiture de Pierre Mazeaud et Pierre est absolument bouleversé parce que Pompidou a les yeux humides. Georges, qu'est-ce qui se passe? Pompidou pose sa main sur le genou de Pierre Mazeaud et dit « C'est dur, Pierre. C'est très dur, Pierre. » Pourquoi? Parce que Claude Pompidou avait été attaqué bassement. Et Pompidou, bien que président de la République, a toujours veillé à assumer cette part d'humanité, de sensibilité, que s'était donné tellement de mal François Mitterrand pour masquer. Je ne dis pas que François Mitterrand n'avait pas de sensibilité. Je dis qu'il avait une façon un peu marmorienne, immobile, d'incarner la présidence. Jacques Chirac, que j'ai bien connu aussi, avait beaucoup de sentiments. Mais lui aussi avait conceptualisé l'idée que tout devait passer et qu'un président ne devait pas montrer qu'il souffrait. Moi, ce que j'ai aimé dans Pompidou, c'est sa force à accepter de montrer quand il souffrait. Et dans la popularité de Georges Pompidou aujourd'hui, il y a beaucoup de sa capacité à incarner une présidence de la République humaine. Sa femme était le cœur de sa vie. Il aimait sa femme. Et dans tous les films où on voit Georges Pompidou, il faut voir comment il la regarde, comment il sollicite son accord, comment il demande son avis. Et j'ai aimé cette façon d'être. Et lorsqu'il m'est arrivé des événements personnels, dans la vie d'un président de la République, il n'y a pas de vie privée, je me suis toujours dit, le plus important, c'est d'être vrai. Vrai quand on souffre, vrai quand on est heureux. Et je pense que c'est la première leçon qu'on doit tirer de Georges Pompidou. Ensuite, l'animatrice, et je vous remercie, tellement aimable. Moi, j'aime bien qu'on dise du bien de moi, surtout avant que je parle. C'est vraiment sympa, et c'est pas si fréquent. Et vous dites, la modernité, Laurent Lebon en a parlé. Georges Pompidou était la quintessence d'un homme politique. Qu'est-ce que la quintessence d'un homme politique? C'est de transformer des contradictions nationales en énergie. Contrairement à ce qu'on vous raconte, la politique, ce n'est pas d'écouter. S'il suffisait d'écouter, ça serait si facile. La politique, c'est interpréter. Parfois, les gens vous disent rouge et ils veulent bleu. Parfois, ils vous indiquent le nord et ils pensent le sud. Parfois, ils disent quelque chose, eux, pas pour que vous, président de la République, vous le repreniez tel quel. Interpréter. Interpréter les contradictions nationales. Et Georges Pompidou n'est pas réductible à la modernité. Ce n'est pas vrai. Georges Pompidou était à la fois un moderne et un conservateur. Un homme ouvert sur le monde et parfaitement engagé dans la défense d'une identité française. Le salon Paulin, Beaubourg, j'y reviendrai. C'était lui
mais c'était aussi lui qui pensait que Chaban avait tort sur la nouvelle société, parce que pour lui, il n'y avait pas de nouvelle société, il y avait une société. Et la force de Georges Pompidou, c'est cette capacité à embrasser ces contradictions françaises et à en faire une énergie française. C'est fantastique aujourd'hui d'entendre tous les témoignages. On a l'impression que son quinquennat, écourté dans les conditions que l'on sait, était un long fleuve tranquille. Je disais à mes amis, j'ai le souvenir, j'étais très jeune à l'époque, quand il a nommé Druon. Druon, les rois maudits, extraordinaire. Il s'est trouvé, en 1973, des manifestations chez Éric Roussel, des cultureux de l'époque qui n'avaient rien trouvé de mieux pour montrer à quel point la culture était attaquée par le président d'alors et son ministre de la Culture, de défiler dans les rues de Paris avec une corde au cou. C'est Jésus qui a dit que le récent converti, il fallait le laisser venir et l'accueillir. Mais voilà ce que Pompidou a supporté, a subi et a incarné. Et je voudrais, dans cette petite introduction, qui n'était pas du tout prévue, mais ça me fait plaisir de vous le dire, que la vérité de tout ça, c'est que la politique n'est pas d'abord une question d'idée ou de programme, la politique, c'est d'abord une question d'incarnation. Bon, si je voulais que je m'explique, vous avez remarqué que je fais les questions et les réponses. Donnez-moi les pinceaux de Van Gogh, les toiles de Van Gogh, les tubes de couleur de Van Gogh, je ne suis pas certain de faire du Van Gogh. Vous pouvez mettre le plus beau programme que vous voulez, les plus belles idées que vous voulez, si elles ne sont pas incarnées, elles ne valent rien. On parle aujourd'hui beaucoup d'autorité, de confiance. L'autorité, la confiance, ce n'est pas une question de texte. Ce n'est même pas une question de discours. C'est une question d'incarnation. Vous l'incarnez ou vous ne l'incarnez pas. Et je vais même vous dire une chose, ça ne s'apprend pas. On n'apprend pas à devenir président de la République. On l'est, on ne l'est pas. Si vous voyez une critique avec le passé, c'est possible pour certains. J'ai eu la chance, voyez-vous, de rencontrer souvent cher Louis ton père, Valéry Giscard d'Estaing, exceptionnel. Et j'aime aussi cette histoire de la politique. Pompidou a su exister après De Gaulle et l'a démodé. Valéry Giscard d'Estaing a existé après Pompidou et l'a démodé. Mitterrand, on nous a expliqué qu'on découvrait la lumière et qu'on sortait de la nuit, mais à sa manière. Il a démodé aussi. Je crains d'avoir à un moment donné démodé Jacques Chirac. Bon, je ne peux quand même pas dire que j'ai été démodé par François Hollande. Mais sans doute que je l'ai été par Emmanuel Macron. Monsieur le préfet, je ne connais pas aussi bien la carte électorale qu'Alain Marlex, mais je sais que je suis ici dans le Cantal, à Aurillac. Et c'est toute la noblesse de la vie politique. Beaucoup de cruauté au moment où on le vit, et Georges Pompidou a certainement été l'un des présidents qui a connu le plus de cruauté, je veux dire à son endroit, et le plus d'injustice, et naturellement, mon cher Michel, de ses propres amis. Car les coups les plus rudes viennent toujours de ses propres amis. Louis pourrait nous expliquer les sentiments qu'avait ressentis son père à bien des endroits et à bien des époques. Alors, pour moi, venir ici et parler de Pompidou, c'est d'abord un honneur, madame, cher président. Parce que il y a des gens que j'admire, mais Georges Pompidou, je l'admire et je l'aime.
Je l'aime d'une façon quasi personnelle, parce que j'aime son couple. J'aime qu'il ait eu l'idée d'arriver en Porsche à Matignon. J'aime qu'il ait assumé d'aimer Saint-Tropez et Montboudif comme un complément et non pas comme une opposition. Et j'aime qu'il soit si éloigné des canons et des diktats de notre époque où l'apparence l'emporte sur toute vérité. Quand vous voyez les images de Georges Pompidou avec la cigarette, il n'y a pas une image de lui sans cigarette. Ça paraît aussi éloigné de nous que les favoris de Jules Ferry ou la moustache de Napoléon III. C'était hier. Et ça paraît comme tellement une autre époque. Et je pense que la figure politique de Georges Pompidou est restée inscrite dans notre pays parce qu'il a réussi d'abord à relever un défi extraordinaire, succéder au général de Gaulle. Vous imaginez, lui le banquier, le technocrate de l'époque, qui n'avait pas la légitimité de la guerre et qui vient succéder à ce géant et qui comprend qu'on ne peut exister sans imiter et qu'on peut exister sans renier. Vous vous rendez compte de l'intelligence politique du successeur du général de Gaulle, qui, dès le début, dit « Je ne suis pas lui, je ne présiderai pas comme lui ». La force qu'il faut pour dire « Je ne me mesure pas aux géants de l'histoire, j'existe à ma manière, selon mes propres codes ». Parce que je me suis mis à la place de Georges Pompidou, pardon. Mais imaginez la difficulté. Les relations chez Éric Roussel avec le général de Gaulle n'étaient plus bonnes. Le général de Gaulle dit « Georges Pompidou me reverra sur mon lit de mort, peut-être ». C'est vous dire que la dureté des rapports en politique, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Et il a la force extraordinaire d'imposer son propre style, sa propre façon d'incarner la France. Il succède à un géant et lui, non seulement ne disparaît pas, mais encore aujourd'hui, 50 ans, existe et est populaire. Il avait d'ailleurs dit quelque chose de tout à fait bouleversant, c'est qu'il pensait lui-même, il le disait, « J'espère que personne ne se souviendra de moi, de mon passage à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que ça voudra dire qu'à mon époque, la France aura été heureuse. » Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour le coup, de la modernité extrême. Il succède à celui qui a sauvé la France, qu'il a incarné alors tout était par terre, et plutôt que par médiocrité de critiquer son prédécesseur ou de moquer son prédécesseur, il dit non, non, moi c'est autre chose. Vous vous rendez compte la force qu'il faut ? Je veux que personne parle de moi, parce que ça voudra dire que la France était heureuse. Il se souvenait de Hegel, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Quelle ambition et quelle force! N'importe lequel de nos candidats d'aujourd'hui explique qu'il a des convictions inébranlables, qu'il veut marquer, imposer, et puis qu'on va voir ce qu'on va voir. Pompidou arrive et dit « J'espère qu'on ne parlera pas de moi plus tard ». Ça voudrait dire qu'on a été heureux. Vous imaginez la différence d'attitude entre un aéroplane et un Rafale.
Stendhal écrivait que jamais les Français n'ont été aussi heureux que sous la Restauration, succédant à 30 années de folie meurtrière et de guerre incessante. Et c'est vrai que l'époque Pompidou, après 68, cette époque extraordinaire, avec 6% de croissance, on parlait de Beaubourg. Mais vous imaginez le président de la République qui impose en 4 ans Beaubourg, en plein cœur de Paris. Aujourd'hui, il est traité pire que Poutine. Fait du roi, dictateur, que faites-vous, cher ami? Des crapauds à dos orange avec des petits pois roses? La biodiversité sur le plateau de Beaubourg? Et vous voyez se dresser sur votre chemin instantanément tous ceux qui n'ont rien compris au progrès, à l'intérêt de l'humanité, qui voudraient tout stériliser et tout arrêter. En 4 ans, on fait Beaubourg. Fantastique, fantastique époque, où c'est encore possible. Louis XIV, lorsqu'il a construit Versailles, a été accusé de ruiner la France. À votre avis, Versailles s'est amorti depuis? Le métropolitain parisien, comme on disait, 70 ans pour rembourser la dette, c'est amorti aujourd'hui. On parlait du Grand Palais. Est-ce que le Grand Palais correspond au PLU? Et la Tour Eiffel? Vous imaginez cette affaire? Qui l'aurait accepté? Eh bien, l'époque Pompidou, cher président, c'est sans doute la dernière époque où il était possible d'avoir une vision et où le beau, au prétexte qu'il est subjectif, existait malgré tout. Et quand j'ai voulu le Grand Paris, je me suis inspiré, cher Laurent Lebon, de ce qu'avait fait Pompidou à Beaubourg, c'est-à-dire la volonté d'imposer un geste, d'imposer un geste architectural dans une région parisienne complètement stérilisée, bloquée par les règles. Aujourd'hui, il vaut mieux faire laid et légal que prendre le risque de faire à côté du règlement administratif. C'est ça, Beaubourg. Et c'est ça, Pompidou. Mais élever dans le ventre de Paris un musée en forme d'usine, coloré, consacré à l'art contemporain, vous imaginez la force politique que cela représente. Alors, je dois dire que Valéry Giscard d'Estaing, avec le musée d'Orsay, c'est peut-être la plus belle chose, l'une des plus belles choses qui reste à l'un comme à l'autre, que cette imposition de la culture au cœur de la capitale. Je dirais bien volontiers la pyramide de Paye de Mitterrand, pour moi, qui a suscité tant de polémiques, ou le musée des arts premiers de Jacques Chirac. Mais moi, j'ai, dans le Grand Paris, auquel personne ne croyait, et quand je l'ai voulu, j'ai été attaqué de toutes parts, je me souvenais de cette volonté inébranlable de casser les codes, et c'est le bon côté du président de la République. Le président de la République, c'est le successeur des rois de France. Je sais, ça ne plaît pas toujours. Mais il faut bien comprendre que notre pays est à la fois royaliste et régicide. Il veut un roi parce qu'il veut avoir la possibilité de l'abattre. Alors je me souviens plus qui avait parlé du président normal. Mais si vous êtes un président normal, abattre un type normal, ça n'a aucun intérêt. C'est une affaire de géant. Et c'est une affaire d'incarnation. Mais vous pourrez développer cela. Mais qui peut croire aujourd'hui qu'une ville nouvelle entièrement consacrée au tourisme a pu être construite sur les rives du littoral languedocien et ses plans confiés à un architecte de génie en quelques années?
Finalement, jamais depuis le siècle de Louis XIV, la France n'avait fait surgir des sables une cité tout entière avec ses immeubles, ses infrastructures, ses bâtiments publics, son port, aussi rapidement. Qui aujourd'hui penserait à ça? C'était hier. C'est la France fidèle à son histoire, une France qui invente, qui bâtit. Aujourd'hui, on préfère mettre des cubes que de faire un geste. Le beau existe. Et Pompidou, c'est la période où le beau pouvait triompher. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer. Je dis à Laurent Lebon, là, on peut discuter jusqu'à perte de vue de l'architecture de Beaubourg. On a parfaitement le droit de ne pas aimer. D'ailleurs, ceux qui aiment tout le monde n'aiment personne. Je n'aime pas tout le monde. Donc, on peut parfaitement considérer que Beaubourg était quelque chose d'extraordinaire et ne pas apprécier l'architecture. D'ailleurs, si 50 ans après, on refait complètement Beaubourg, c'est que l'enveloppe avait vieilli. Mais l'idée, le geste, la démarche, la réalisation, extraordinaire. Et finalement, et Michel peut en porter témoignage, qui a été ministre avec moi, je disais souvent à mes ministres, vos collaborateurs vous remplissent la journée de 7 heures le matin jusqu'à minuit le soir. Il n'en restera rien. Pensez, non pas au journal, mais au livre. Et qui aurait pu dire que ce qui reste de plus marquant de ce qu'a fait le président Pompidou, ce n'est pas les sommets internationaux, ce n'est pas les grandes décisions économiques. Beaubourg. La place Beaubourg. Vous interrogez les Français, qu'est-ce qu'il a fait? C'est son rapport à l'art, à la culture, Beaubourg. Et c'est ça la difficulté de l'action politique. C'est qu'on est harcelé toute la journée, on pense faire des choses importantes toute la journée, qu'on soit conseiller général ou président de la République, mais à l'arrivée, quand le sablier du temps s'est écoulé, qu'est-ce qui restera? Et c'est cela à quoi on devrait penser. Est-ce que, je me suis souvent demandé, est-ce que le président Pompidou, terrassé par la maladie, s'est imaginé que ce qui resterait de lui, c'est d'abord cela. Alors c'était aussi une France où, malgré l'ORTF et le monopole d'État, remarquez, il y a toujours une ORTF. Aujourd'hui, si vous êtes d'extrême gauche ou de gauche, la démocratie est respectée, hein. Eh bien, la France des années Pompidou, c'est une France où chacun était libre de penser et de dire ce qu'il voulait, y compris si c'était stupide. C'est quand même la France où Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir conspuaient la société capitaliste et patriarcale depuis le très populaire Café de Flore, toujours populaire, vous savez, c'est la ligne de front, là. La ligne de front sur l'Ukraine commence au Café de Flore. Où Michel Foucault préparait ce qu'on appelait la déconstruction philosophique de la société occidentale, où ce pauvre Pierre Bourdieu, il y a rarement quelqu'un qui a dit plus de bêtises que lui, dynamitait l'école républicaine sous les applaudissements de l'intelligentsia de l'époque, qui avait pourtant profité si généreusement de l'école républicaine, où tant d'intelligence conjuguée voulait détruire sous prétexte, à l'époque on disait, de l'inventaire. Et Pompidou régnait au-dessus, mais on avait le droit de dire ce qu'on voulait. Et le plus bel héritage au monde, ce qui est la civilisation française et ses racines, dont je maintiens qu'elles sont judéo-chrétiennes,
Ce qui ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Mais quand même, quand j'arrive sur le Cantal, j'ai une petite idée de ce long cheminement d'église. On a le droit d'y rentrer ou de ne pas y rentrer, mais on voit quand même bien que c'est notre racine. On vient de là, que c'est ce pourquoi nos aïeux sont battus, c'est ce en quoi ils ont cru. Et quand je suis venu à Moboudif il y a 13 ans, j'ai vu, c'est formidable ici, c'est la France. Ah ben parce que les vaches ressemblent à des vaches, les prés à des prés, les messieurs à des messieurs, et les citoyens des citoyens. Je suis rentré, j'ai dit à Carla, c'est formidable, j'étais en France. C'est ça la France éternelle. Alors, cher Louis, c'est pas le Puy-de-Dôme, qui est pas loin. Mais il y a, et ce lien entre Pompidou et vous, il y a cette France que vous avez reçue de vos parents et de vos grands-parents qui ne veut pas mourir. Ça ne veut pas dire qu'on empêche tous ceux qui veulent dire de parler. Mais Pompidou l'incarnait avec le souci de la tolérance. Et cette France de Pompidou, présidée par un véritable homme de lettres, sans ambition littéraire, il y aurait aussi matière à colloque, Monsieur le Président, un écrivain qui n'avait pas d'ambition littéraire. Et c'est très important, parce que cela soit le président Pompidou, le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, le rapport de la présidence de la République est de l'écrit. On dit qu'on lit de moins en moins. Mais l'anthologie de la poésie française reste présente, surtout pour ceux qui ne l'ont pas lue. Mais ça compte. Ça compte. Et j'avais ça aussi présent à l'esprit quand moi-même j'ai écrit. La France n'est pas un pays comme les autres. Même ceux qui ne lisent jamais respectent le livre. Même ceux qui ne lisent pas les livres savent s'il est bon ou s'il est faux. Et c'est cette présidence littéraire, me semble-t-il, dont les Français peuvent avoir la nostalgie. Mais je voudrais vous raconter une anecdote, je ne sais même pas si Éric, qui connaît tout, la connaît, et qui en dit long sur l'esprit de tolérance et même de pardon qui habitait Georges Pompidou. Au début des années 50, Paul Morand rentre en France. Après un très long exil politique, comme chacun le sait, Paul Morand était dans la collaboration. Et il avait diffusé pendant toute la guerre un antisémitisme virulent. Enfin, virulent, jusqu'à maintenant, parce que là, je dois dire qu'on est servi. Mais écoutez l'histoire. Morand avait été rayé des cadres du Quai d'Orsay en décembre 1944, parce qu'il avait été l'ambassadeur de Pétain, comme chacun sait, à Bucarest et à Berne. Sa femme avait été ruinée par l'occupation soviétique de la Roumanie, et lui, Morand, n'avait plus rien, et il avait besoin de sa pension de retraite complète. Il dépose une requête devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir. Et le Conseil d'État va juger en sa faveur et le rétablir dans ses droits et titres. Eh bien, qui était le rapporteur de cet arrêt du Conseil d'État qui a rétabli Paul Morand? C'est Georges Pompidou, jeune rapporteur à l'époque du Conseil d'État. Et Pompidou détestait Paul Morand, mais en tant que rapporteur, il lui a rendu ses droits parce qu'il estimait qu'il y avait eu, peu importe, un vice de procédure. Ça en dit long sur la personne. Et j'ai voulu vous raconter cette anecdote parce que la vie n'est qu'une affaire de détails. Et entre le rétablissement des droits de Paul Morand, et on ne peut pas dire que Pompidou l'aimait, et l'attitude de Pompidou à l'époque
de l'affaire Roussier, c'est-à-dire de cette enseignante qui avait été mise en prison parce qu'elle avait eu une aventure avec l'un de ses élèves. Et vous vous souvenez tous de la réponse poétique du président Pompidou. Vous avez toute la magie de Pompidou. Un homme capable d'être un monstre froid de la politique et de rester un être humain, qui montrait ses failles, ses chagrins, ses tristesses, sa bonté. Et ça n'a jamais été une faiblesse. Eh bien, le miracle de Pompidou, c'est cela. Avoir le statut du président de la République et le cœur d'un être humain comme chacun d'entre nous. Avoir la dimension de la personne au-dessus des autres et être capable d'être compris par ses réactions personnelles par chacun d'entre vous. C'est peut-être cela, le miracle du Cantal. Merci à vous.